Des tensions de plus en plus vives entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Kigali accuse notamment Kinshasa d'avoir violé son espace aérien et d'avoir arrêté 2 de ses ressortissants. Au Sénégal, cette manifestation à Dakar cet après-midi, de nombreux Sénégalais réclament des explications au gouvernement après un rapport accablant de la Cour des comptes concernant la gestion de fonds débloqués en 2020 pour lutter contre le Covid-19. Et puis vous découvrirez à la fin de ce journal une rétrospective de l'année 2022 en Afrique. L'actualité a été dense avec notamment l'organisation de la CAN au Cameroun ou encore les 2 coups d'État au Burkina Faso. Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. On ouvre cette édition du Journal de l'Afrique avec ces tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. En cause, l'arrestation de 2 Rwandais par les autorités de Kinshasa. Ils sont accusés d'avoir préparé un attentat en RDC. Le Rwanda se dit très préoccupé par l'arrestation de 2 de ses citoyens. Les explications de notre correspondant à Kigali, Clément Diroma. Les 2 Rwandais détenus par les renseignements étaient au Congo depuis plusieurs années et travaillaient pour la même ONG de développement fondée à Genève et basée à Kinshasa. L'un d'eux, le docteur Juvenal Nshimiyimana, était auparavant employé des Nations Unies dans le pays. L'arrestation des 2 hommes en août dernier n'a été rendue publique que lorsque le ministre des Affaires étrangères rwandais a demandé à son homologue leur libération immédiate en novembre dernier. Une demande restée sans suite puisqu'ils sont encore en détention aujourd'hui et ont même été accusés par le vice-ministre de l'Intérieur congolais et les porte-paroles de l'armée et de la police en direct à la télévision de faire partie d'un réseau d'espionnage. Il aura fallu attendre un nouveau pic de tension entre la RDC et les Rwandais pour que Kigali s'exprime encore sur cette affaire. Le gouvernement se dit préoccupé par ces détentions et pointe du doigt la RD Congo, affirmant, je cite, que ses dirigeants cherchent à alimenter la division ethnique et pointe du doigt des forces extérieures. Fin de citation. Alors, pour Kinshasa, ces espions présumés auraient, sous couvert de leur ONG, infiltré des cercles militaires, politiques et économiques, mais aussi obtenu des accès et même un patrimoine foncier à proximité de sites stratégiques dans la capitale congolaise en vue de préparer un attentat. L'enquête continue, selon les autorités. Autre point de tension entre les 2 pays, le Rwanda accuse la RDC d'avoir de nouveau violé son espace aérien, ce que réfute Kinshasa. Les précisions de notre correspondante en République démocratique du Congo, Aurélie Bazaraki-Bangula. Aucun des 2 avions de chasse n'a survolé l'espace aérien rwandais. C'est ce qu'affirme le gouvernement congolais dans un communiqué diffusé hier soir. Les autorités congolaises évoquent un vol de routine d'un avion de chasse qui a, je cite, survolé entre autres le lac Kivu dans l'espace aérien congolais. Alors ce communiqué est une réponse de Kinshasa à une nouvelle accusation rwandaise. Selon Kigali, un avion Sukhoi 25 a violé l'espace aérien rwandais. Ce survol s'est produit mercredi à 12h. Le Rwanda parle d'un incident qui fait partie d'une série de provocations. Le 7 novembre, un avion de même type avait déjà non seulement survolé l'espace aérien rwandais, mais il s'était posé brièvement à l'aéroport de Roubaru avant de repartir côté congolais. Kinshasa avait évoqué un survol malencontreux. Alors ce nouvel épisode fait monter un peu plus la tension entre les 2 pays. Rappelons que la RDC accuse le Rwanda de soutenir le M23, un groupe rebelle qui a repris les armes dans la province du Nord Kivu. Des accusations également portées par plusieurs diplomaties étrangères et un rapport des experts des Nations Unies. Malgré tout, Kigali continue à rejeter ces accusations. Et sur le terrain en République démocratique du Congo, des affrontements ont encore été signalés dans le territoire du Rutshuru, des combats qui opposeraient l'armée congolaise aux rebelles du M23. Dans cette zone, les habitants continuent de fuir leur village, souvent à la va-vite, sans pouvoir prévenir leur famille. Pour cette raison, le Comité international de la Croix-Rouge a mis en place des cabines téléphoniques afin que les déplacés puissent rester en contact avec leurs proches. Regardez ce reportage d'Aurélie Bazaraki-Bangula et Justin Kabumba. Depuis plus de 4 semaines, Nyabazande n'a pas de nouvelles de sa famille. Cette grand-mère est arrivée seule au camp de Kanyaruchinya après avoir fui les combats entre l'armée congolaise et le M23. À l'autre bout du fil, sa fille est née. J'ai enfin réussi à joindre ma fille. J'étais inquiète que la situation n'est pas bonne. Elle m'a dit que tout allait bien et qu'elle cherchait à venir ici au camp avec mes petits-enfants. Comme elle, de nombreux déplacés du territoire de Rutshuru ont perdu tout contact avec des proches.
Cette cabine téléphonique a été mise en place pour leur permettre de prendre des nouvelles. 089 15. Ce jour-là, le téléphone est pris d'assaut. Nous notons tous les appels sur des fiches. En 3 heures, nous avons enregistré 80 appels gratuits. Par jour, on attend en général 120 appels. Ici, l'espoir tient parfois à un simple bout de papier sur lequel est inscrit le numéro d'un proche. Cette jeune femme a eu moins de chance, le numéro qu'elle tente de joindre ne répond pas. Mon beau-frère ne répond pas, je n'ai pas de nouvelles de ma sœur ni de ses enfants, je suis très inquiète. Les combats ont repris, les nouvelles de Rutshuru ne sont pas bonnes. Au total, 5 cabines téléphoniques similaires ont été mises en place dans les camps de déplacés du Nord Kivu. La priorité est donnée aux enfants qui ont fui seuls les combats, mais impossible pour eux de retrouver leurs parents tant que des affrontements sont en cours. On essaye justement à travers aussi le téléphone et les volontaires que nous avons dans différents endroits de pouvoir faire marcher les activités de rétablissement des liens familiaux. Depuis fin octobre, plus de 520 000 personnes ont été forcées de quitter le territoire de Rutshuru selon les Nations Unies. Toutes campent dans des abris de fortune, dans des conditions inhumaines. 20 ans de réclusion criminelle, c'est la peine à laquelle ont été condamnés 46 militaires ivoiriens soupçonnés d'être des mercenaires par le Mali. Ils étaient jugés pour attentat et complot contre le gouvernement, mais aussi atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Quant aux 3 femmes militaires libérées par Bamako début septembre, elles ont été condamnées à la peine de mort par contumace. On prend maintenant la direction du Sénégal où la colère commence à monter au sein de la population. Une manifestation a eu lieu tout à l'heure à Dakar pour demander au gouvernement de rendre des comptes concernant la gestion des fonds de lutte contre le Covid-19. Ces fonds avaient été débloqués en 2020 et le rapport de la Cour des comptes les concernant est accablant. Les précisions de notre correspondant à Dakar, Eliman Dao. Suñuy milliards du reste, nos milliards ne seront pas digérés. C'est le principal mot d'ordre en Wolof entonné par les manifestants qui sont rassemblés en début d'après-midi à la place de la Nation pour réclamer la lumière sur la gestion des fonds Covid-19. Il s'agit de 1000 milliards de francs CFA dégagés par le gouvernement du Sénégal et ses partenaires en 2020 pour la riposte sanitaire, économique et sociale contre la Covid-19. Et la Cour des comptes a publié un rapport en août rendu public il y a 2 semaines, un rapport qui note des fautes de gestion, des infractions pénales présumées et également des conflits d'intérêts, de façon générale des malversations qui ne sont pas au goût des manifestants. Je vous propose de les écouter. L'argent n'est pas allé directement aux populations. Ils ont tout gaspillé. Ça, c'est pas normal. Il n'y a pas une seule personne qui n'a pas de parent qui est décédé de la Covid. Et alors, en ce moment-là, on était confronté à une guerre contre la Covid. Des personnes se mettent à détourner l'argent public. Je pense que ça, c'est très grave. Que toutes les personnes qui ont été épinglées viennent nous dire ce qui s'est passé réellement pour qu'on sache la vérité. Le rapport demande l'outil d'information judiciaire. Et c'est ce qu'on souhaite. Des sanctions judiciaires, mais aussi des sanctions pécuniaires pour que les choses soient claires et que plus jamais des choses comme ça n'arrivent dans ce pays-là. Selon le ministre des Finances qui a fait une sortie publique la semaine dernière, 99% des fonds alloués à la riposte contre le Covid-19 ont été bien gérés. Des explications loin de convaincre les manifestants et la société civile. C'est la plus longue compétition à la voile de l'hémisphère sud et elle s'ouvre lundi, la 50e édition du mythique Cape to Rio. Parmi les participants, Sibusiso Sizatu, un ancien berger sud-africain. Il reliera la pointe sud du continent africain au Brésil. Son portrait avec Laurent Berstecher. Sibusiso Sizatu a déjà 9 ans lorsqu'il aperçoit l'océan pour la première fois. 20 ans plus tard, cet ancien berger s'apprête à larguer les amarres direction le Brésil pour la 17e édition de la Cape to Rio. Une véritable consécration pour ce jeune skipper sud-africain qui a dû en convaincre plus d'un que sa place était sur un voilier, à commencer par sa famille. Encore aujourd'hui, ils ne comprennent pas ce que je fais. La seule chose qu'ils me demandent, c'est si je gagne de l'argent. Tu travailles ? Est-ce que tu travailles ? Depuis le township du Cap où il grandit, la voile apparaît comme un passe-temps de riches retraités et majoritairement blancs. Mais lorsqu'une association vient dans son école proposer des stages de voile aux jeunes défavorisés, Sibusiso saute sur l'occasion et prend vite le goût du large. Aujourd'hui capitaine d'un équipage de 5 personnes, il a su surmonter les préjugés
Il espère que son parcours pourra servir d'inspiration à d'autres jeunes navigateurs. Pour ceux qui n'y croyaient pas, quelqu'un comme moi qui a grandi dans un township peut traverser l'océan jusqu'à Rio. J'espère juste qu'à l'avenir, il y aura plus de personnes de couleur représentées dans ce sport. Prêt à mettre les voiles, Sibou Sisso et son équipe partiront lundi de Cape Town pour une traversée transatlantique de près de 7000 km. Et avant de refermer ce journal de l'Afrique, le dernier de 2022, je vous propose de découvrir une rétrospective de ce qui s'est passé sur le continent cette année. Une année chargée en actualité avec notamment la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun ou encore les 2 coups d'État au Burkina Faso. C'est une rétrospective signée Laurent Berstécher. 24 janvier 2022, le président du Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, est renversé dans un coup d'État. Il est remplacé par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui fait de la lutte anti-djihadiste sa première priorité. La restauration de l'intégrité de notre territoire comme priorité absolue passera par une réorganisation de l'ensemble des forces combattantes. Mais sur le terrain, la situation sécuritaire continue de se dégrader, provoquant des tensions au sein de l'armée. Le 30 septembre, Damiba est à son tour renversé par le capitaine Ibrahim Traoré. Ce dernier promet un retour à l'ordre constitutionnel en juillet 2024. L'année 2022 aura également été marquée par la fin du conflit en Éthiopie. La guerre sanglante opposant les forces gouvernementales aux rebelles du TPLF a pris fin début novembre avec la signature d'un accord de paix entre les deux camps. Fin décembre, les communications ainsi que les connexions aériennes entre Addis Abeba et Mekele commencent à être rétablies, laissant espérer le retour d'une paix durable en Éthiopie. Autre conflit majeur de l'année, l'insurrection du M23 en RDC. Le groupe, qui avait repris les armes fin 2021, a enregistré des avancées majeures à l'automne, s'emparant de vastes pans de territoire au nord Kivu et s'approchant dangereusement de Goma. Le conflit aura également ravivé les tensions avec le Rwanda voisin, accusé de soutenir le M23. L'année 2022 aura aussi apporté son lot de bonnes nouvelles, notamment sur le plan sportif. Finaliste malchanceux en 2019, le Sénégal remporte la première Coupe d'Afrique des Nations de son histoire. Mais c'est surtout la performance du Maroc au Qatar qui marque les esprits. Défiant tous les pronostics, les Lions de l'Atlas deviennent la première équipe africaine à atteindre les demi-finales d'une Coupe du Monde. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.